Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Watchmen épisode 2 de cette première saison qui a démarré la semaine dernière. Alors oui, je vous l'accorde, pour certains bien sûr qui ont commenté sous la première vidéo, Watchmen, oui, c'est pas une série hyper facile à appréhender. Je rappelle qu'on est chez HBO et je rappelle en plus que le showrunner c'est Damon Lindelof et en plus qui réécrit quelque chose qui s'appelle Watchmen. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour certains à appréhender. Pour ceux qui n'ont pas forcément lu le comic, je peux concevoir évidemment que Watchmen, c'est voilà, c'est une série qui parfois est très ambiguë, qui est avec beaucoup de nuances aussi. C'est pour ça qu'aussi je m'oppose un petit peu au débat qui s'est posé sur la question du racisme par rapport à Watchmen, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui me disent que c'est politiquement correct parce que c'est une série, ce serait une série anti-blanc, que si, que ça. Bon, moi c'est un débat qui va pas vraiment m'intéresser parce que justement dans Watchmen, cette question-là, je pense que c'est vraiment le premier degré de cette série. C'est-à-dire qu'on va se servir de ce truc-là, mais après je pense que ça va beaucoup plus loin que cette histoire d'opposition un petit peu stérile entre les noirs et les blancs, et je pense sincèrement que cette série apporte énormément de nuances, va sur justement d'autres sujets, des sujets de fond, des sujets de société, et surtout avoir une série qui nous dise pas quoi penser. C'est pour ça que je ne suis absolument pas d'accord avec cette histoire de c'est une série de gauche, c'est une série raciste anti-blanc et tout ça, vraiment je me répète là-dessus, je ne suis vraiment pas d'accord. Au contraire, c'est une série qui ne te dicte pas la pensée. Si ça avait été le cas, croyez-moi, soit j'en aurais pas parlé, soit si j'en avais parlé, j'en aurais dit du mal. Mais vraiment, parce que je déteste justement les trucs trop didactiques qui te disent en gros, bah tiens, on t'a mis ça, tu dois penser comme ça. Et si tu penses pas comme ça, t'es un facho. Et si tu penses pas comme ça, voilà, moi je ne suis absolument pas comme ça. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Donc si ça avait été le cas, vraiment, c'est pas une série que je défendrais. Mais j'y vois absolument pas ça. Et ça, on va essayer un petit peu d'en parler dans les spoilers de cet épisode 2. Mais c'est vrai que c'est une série qui prend son temps pour se mettre en place. On va le voir aussi dans cet épisode 2, même si je trouve qu'on accélère un petit peu les choses dans cet épisode 2. Mais faut pas oublier que si on regarde par exemple le premier épisode de Leftovers, donc chez HBO et donc scénarisé par Damon Lindelof, bah, c'était une série qui ne dévoile pas toutes ses cartouches dès le premier épisode, quoi. Je veux dire, le premier épisode, ça prend son temps, ça plante des personnages, ça plante surtout une atmosphère et une ambiance. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans la série qui démarre sur les chapeaux de roue, et ça y est, c'est parti, on sait tout d'avance, toutes les questions posées au début sont résolues à la fin. Non, pas du tout. On est quand même dans une série qui va énormément prendre son temps. C'est pas pour autant qu'elle n'est pas passionnante, en tout cas pour moi. Moi, dès le premier épisode, j'ai accroché, et ce que j'ai vu, en tout cas de la série, m'a passionné. Donc, on va aller un petit peu dans les spoilers, là, pour le coup, sur l'épisode 2, et je vais revenir sur l'épisode 1, que du coup, bah, je vais spoiler. Il faut juste que je parle de choses dont je n'ai pas parlé par rapport à cet épisode 1, donc ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, bah, allez le voir, c'est dispo sur OCS, je vous le rappelle, et après, vous irez voir ma vidéo, donc, sur l'épisode 1. Alors, un truc que j'avais pas rappelé lors de la diffusion de l'épisode 1, c'est à la fin. C'est le parallèle qu'on peut faire, en fait, entre le graphic novel d'Alan Moore et justement cette série-là. C'est-à-dire qu'à la fin, Judd, donc le chef de la police, se fait tuer et la caméra descend en fait le long de son corps et puis on va voir une tache de sang qui va aller se poser directement sur son badge. Ça va rappeler évidemment la même tache de sang sur le badge du comédien, donc on voit dans le roman graphique d'Alan Moore, pour ceux qui connaissent bien évidemment, ou alors pour ceux qui ont vu le film de Zack Snyder. Donc clairement le parallèle est à faire, c'est-à-dire que ça va nous amener là, finalement peut-être au cœur de l'histoire de cette série, un parallèle avec l'enquête justement menée par Rorschach sur le comédien, puisque Watchmen, ça parle de ça au départ, et puis là, ça part peut-être dans la même direction. Attention quand même, parce que ça peut partir dans cette direction-là, effectivement, par rapport à la série, c'est-à-dire une enquête, une fois de plus, sur, là, en l'occurrence, le chef de la police, mais est-ce que ça va pas partir à un moment donné sur autre chose ? À mon avis, ça devrait partir sur quelque chose d'autre. Je ne pense pas que ça va rester juste à l'état d'enquête comme ça. Ensuite, quelque chose dont j'ai pas trop parlé par rapport à l'épisode 1, c'est le présent alternatif, parce qu'on est en 2019, mais c'est un 2019 alternatif. Juste souligner comme ça qu'il n'y a ni portable, ni internet. Je pense pas l'avoir dit dans la première vidéo. Donc, est-ce que ça va amener aussi à des réponses? Pourquoi Internet n'existe pas? Est-ce que c'est une manière, je sais pas moi, de contrôler le peuple, le fait que Internet n'existe pas? Est-ce qu'il a été mis avant? Est-ce qu'il a été retiré? On n'en sait rien pour l'instant, encore beaucoup de questions. Pas de portable ni Internet dans ce monde alternatif, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, on va avoir d'autres choses dans cet épisode 2, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors notamment par rapport à cette fameuse nuit blanche,
on en a parlé dans l'épisode 1, c'est-à-dire que Angela évoque cette fameuse nuit blanche où les membres de la 7e cavalerie sont allés déboîter des flics chez eux et tout ça. Bah là, on va le voir en partie dans cet épisode 2, lors d'une scène super efficace d'un point de vue de mise en scène, où un membre de la 7e cavalerie, déguisé en Rorschach, va flinguer Angela, elle va se prendre une balle, va s'en suivre là après un flashback avec Judd, donc le chef de la police qui s'est fait tuer dans le premier, et on va lui expliquer qu'il y a énormément de flics qui sont fait tuer, tout ça. Donc on prend cet élément-là et on nous le met, on nous le montre. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que c'est quelque chose, le fait de l'évoquer, on se dit, tiens, mais c'était quoi? Comment ça s'est passé cette nuit blanche? Et peut-être que dans les épisodes après, on en verra un petit peu plus sur cette fameuse nuit blanche. Alors je reste un peu sur le personnage de Judd parce qu'on va en apprendre pas mal sur lui et c'est intéressant. On va apprendre que c'était un membre du Ku Klux Klan. Alors ça, c'est une petite révélation au milieu d'épisode. Moi, je sais pas pourquoi je le voyais un peu venir. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Je me disais, tiens, il me paraît trop ambigu. Enfin, c'est vraiment bizarre vu qu'on vit dans cette espèce de monde où tu as les suprémacistes blancs qui sont là, qui sont vraiment actifs et tout ça. Et lui, avec son espèce de volonté de réarmer les policiers et tout ça, de s'opposer finalement à la présidence démocrate, progressiste, et on va y venir par rapport à cette notion-là de Robert Redford, je me dis tiens c'est bizarre, est-ce qu'il n'y a pas un truc, qui est caché par rapport à ça? Et effectivement on peut se dire par rapport à cette révélation, est-ce que Judd n'était pas un agent infiltré? Est-ce que finalement c'était pas une manière aussi pour lui justement d'utiliser ce fameux article 4 dont on nous parle dans l'épisode 1 qui va réarmer les policiers? On sait qu'il y a toute une frange de l'Amérique assez réac qui ne voudront jamais perdre leur permis de port d'armes par exemple, donc comme il y a une symbolique par rapport à cette notion-là, voilà, on peut y voir un agent infiltré peut-être de cette fameuse 7e cavalerie, etc., et qui aussi virerait les gens avec qui ils sont pas d'accord. Je pense qu'on en apprendra encore un peu plus dans les futurs épisodes, mais voilà, une notion intéressante aussi dans l'épisode 2, donc comme quoi l'histoire avance petit à petit, elle prend son temps, mais l'histoire avance, on en sait un petit peu plus. Alors après, il y a une des scènes les plus intéressantes pour moi, et finalement c'est une courte scène, c'est cette scène qui se passe à Nixonville. Donc Nixonville, c'est en gros une espèce de ghetto, où tu as beaucoup de pauvres, d'ailleurs pauvres, qu'ils soient blancs ou noirs, peu importe, vous voyez, comme quoi on n'est pas juste dans le délire, comme certains voudraient être persécutés, oui, on n'en veut qu'aux blancs et tout ça. On voit bien qu'il y a des pauvres qui sont blancs, on peut aussi en voir des noirs, etc. Enfin, tout est une question de nuance, et ils sont réunis dans ce camp qui s'appelle Nixonville, donc en adoration par rapport à l'ancien président Nixon, donc forcément en opposition avec le président Redford et sa politique menée. Donc on voit bien que ce sont des laissés pour compte par cette nouvelle politique. Faut quand même pas oublier quand même, et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que les gens qui disent ouais c'est manichéen, c'est gauchiste, etc. C'est marrant parce que moi j'arrive pas du tout à voir les choses comme ça. Dans cette uchronie, on a quand même depuis 30 ans un président qui s'appelle Robert Redford, un président progressiste et démocrate. Et on voit bien, et c'est là où peut se situer le côté anarchiste de la chose, en respect avec ce que peut-être aurait voulu Alan Moore. Alors regarde, c'est un président de droite, de ultra-droite aux États-Unis depuis 30 ans. Non, c'est Robert Redford justement. Et ces deux mots-là, progressistes et démocrates, on voit bien qu'en 2019, ils ne veulent absolument rien dire. Mais vraiment, puisque en fait, ces présidents-là ne peuvent rien contre la crise profonde de la société. Ce sont des présidents qui n'ont pas appris à composer avec le peuple. D'où ces gens qui se réunissent. Alors, peut-être ils sont d'extrême droite puisqu'ils sont en adoration devant Nixon, mais quand même, on peut voir justement que des gens qui ont été laissés sur le bas-côté, qui ont été laissés sur la route, souvent, bien souvent, ils se radicalisent, alors qu'ils soient à l'extrême gauche, mais peut-être même maintenant plus à l'extrême droite. C'est là où on voit bien que justement Damon Lindelof n'est absolument pas dupe. Même si Damon Lindelof peut se revendiquer être un démocrate, il a tout à fait le droit, mais en même temps, je pense quand même qu'il n'est pas tout à fait dupe des gouvernements qui ont succédé dans son propre pays, que ce soit Bush, que ce soit Obama et maintenant Trump. Je pense qu'il n'est absolument pas dupe de ça. Et quelque part, est-ce que le message anarchiste, finalement, en adéquation totale avec ce que disait Alan Moore dans le graphic novel, c'est-à-dire que Alan Moore, il était réellement anarchiste. Ok, il a peut-être plus des tendances de gauche, mais en même temps, un jour, il peut se lever et tout envoyer valdinguer. Je pense que c'est des gens qui sont totalement apolitiques, justement. Et je crois que Damon Lindelof respecte ce truc-là, justement, dans cette série. C'est pour ça que je suis pas trop d'accord quand on me parle de gauchisation de la série, etc., etc. Mais je suis vraiment pas d'accord. Je pense que, justement, à travers cette scène, et on le voit aussi à travers le personnage d'Angela, qu'il y a des méthodes, moi je suis désolé, qu'il y a des méthodes qui font peur, et j'en avais parlé déjà dans l'épisode 1,
où elle est prête à torturer ses suspects, tu vois le sang qui coule, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les tue, elle les torture, et on voit d'ailleurs dans cette scène de l'épisode 2 qu'elle prend un des mecs, elle lui fout un coup de matraque et tout ça, jusqu'à ce que le mec il tombe par terre et tout ça. Et pourtant c'est l'héroïne, et pourtant elle est noire et tout ce que tu veux. Donc on voit bien là qu'il y a aussi une condamnation de la part de Lindelof, de dire, regarde, oui, alors ok, il y a les suprématistes d'un côté, mais regarde ce que font les flics, regarde ce que font ces gens masqués, qui n'ont plus d'autre choix maintenant que d'être masqués parce qu'ils peuvent plus être flics, mais regarde ce qu'ils font, regarde leur méthode. C'est là où va se situer beaucoup la nuance dans cette série. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne vois absolument pas où est le manichéisme là-dedans, où serait même le politiquement correct. Et je pense que c'est une série, là on en est qu'à 2 épisodes, je pense que c'est une série qui va réellement dévoiler ses cartouches, alors peut-être au 3e, peut-être au 4e, peut-être même au 5e épisode, peu importe, mais qui va dévoiler ses cartouches justement de pas politiquement correct, et à mon avis, à me tromper, on verra, mais justement, pleine de nuances par rapport à ces questions-là. Alors il y a aussi une scène très réussie, c'est la scène du show American Hero Story, où en gros, alors c'est le show que tout le monde suit, où en gros on met en avant les actes super-héroïques de l'Amérique à travers ses super-héros, et là pour le coup, on reste encore dans le comics Watchmen, puisque on va mettre en avant les Minutemen dans une scène qui se déroule, je crois en 1929 ou 1930, époque où étaient justement, où officiaient en fait les Minutemen, puisque les Minutemen, c'est les ancêtres des Watchmen, quand on a lu le comic book. Les Watchmen découlent de ces Minutemen. Et on va voir un braquage en fait d'une épicerie, et puis tu as un des Minutemen qui va débouler lors d'une scène extraordinaire, enfin d'un point de vue de mise en scène, pareil, c'est super bien réalisé, et on va lui demander qui il est. Et en gros, sa réponse va se juxtaposer par rapport à la voix off en fait de Angela, qui elle-même, on se demande si elle sait complètement qui elle est. Alors il y a beaucoup de choses qui font que on ne sait pas complètement qui elle est, et ça va se vérifier puisque dans cet épisode 2, on va apprendre qu'elle est la petite fille du vieil homme noir qui, soi-disant, aurait tué Judd, donc le personnage noir qui s'appelle Will. Et donc en gros, elle va apprendre petit à petit des choses sur elle. Là, elle va apprendre qu'elle est la petite fille, et qu'elle est de la même lignée que ce vieil homme. Ce vieil homme qui est donc capturé par Angela au départ et qui a l'air de complètement l'amener en bateau, qui lui dit qu'en gros c'est lui qui a tué le chef de la police, mais on sait pas pourquoi, et surtout il lui balance, ouais de toute façon moi je suis le docteur Manhattan, enfin bon, il a l'air de se foutre ouvertement de sa gueule, en lui disant mais de toute façon moi j'ai des super pouvoirs, c'est pour ça que j'ai pu le tuer, même si je suis un vieillard, en gros, je suis docteur Manhattan, etc. Bon bref, donc il y a toute cette scène aussi là qui est posée, qui est clairement posée, cette opposition entre Angela et Will, mais pourtant ils sont de la même famille. On va savoir petit à petit jusqu'où ça va nous mener justement. Il y aura, je pense, des révélations aussi dans les autres épisodes. Et puis on finit par une super scène, alors ça aussi c'est un peu en référence au comics, d'ailleurs je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, j'ai dit bon, pour ceux qui connaissent pas le comics, pour ceux qui connaissent pas le film, c'est pas grave, vous pouvez aborder la série comme ça. Oui, parce que c'est une nouvelle histoire, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a beaucoup de références. Il y a beaucoup de références à Watchmen. C'est pas une suite à proprement dite de Watchmen, c'est-à-dire que ça se passe 30 ans après les événements, mais c'est pas une suite des personnages qu'on a suivis dans Watchmen. C'est vraiment une nouvelle histoire. Mais quand même, il y a des références. Et ça se vérifie dans cette scène avec justement Veidt, où il est dans son château avec ces espèces de clones. Est-ce que c'est des robots? Est-ce que c'est des clones? On ne sait pas. Mais ça va être dévoilé petit à petit. Et en gros, on joue la pièce de la mort de John et la naissance de Dr Manhattan, avec une scène mais archi jouissive où lui-même actionne un espèce de tuyau qui va actionner du feu dans la pièce où va se trouver un des clones, et tout ça pour qu'il puisse jouer la pièce quand John se fait piéger dans la pièce où il recherche sa montre. Bon, mais ça c'est encore une référence au comics. T'as Veidt dans un souci d'authenticité, de vérité quand il regarde la pièce, il est complètement taré, qui actionne ce truc et hop, ça crée du feu et le clone se retrouve complètement brûlé. Mais ça c'est juste avant qu'on sache que c'est des clones. Et ça c'est une scène assez surréaliste qui montre bien que Veidt a complètement perdu les pédales, a complètement pété les plombs depuis 30 ans. Bon, déjà, il n'était pas très net déjà avant, mais alors là, on a l'impression que ça s'est quand même vachement accentué. Voilà tout ce que je pouvais dire sur cet épisode 2 de Watchmen. Encore un épisode mystérieux qui pose encore certaines questions, qui n'y répond pas, forcément. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des réponses là comme ça tout de suite dans les médias. C'est pas comme ça que la série s'est conçue, et connaissant Damon Lindelof, voilà, ça c'est clair qu'on n'est pas au bout de nos surprises, mais ça installe du mystère. Moi, je trouve qu'on retrouve vraiment, pour l'instant, dans cette série, non pas ce qui caractérisait vraiment le comic book de Watchmen, ou même le film de Watchmen, mais je trouve qu'on se sert bien des bases
installé par Dave Gibbons, par Alan Moore, et qu'on exploite l'histoire sur un terrain politique, sur un terrain social. C'était ça, Watchmen, surtout. Et il y a toujours cette histoire de justicier masqué. Tout le monde est masqué. On est dans une société masquée. On est dans des sociétés des extrêmes. Et c'est ça aussi, Watchmen. Donc si oui, ça ne reprend pas la trame de Watchmen, ça ne reprend pas tous les trucs que nous on a connus, mais j'ai envie de dire tant mieux. Parce que si c'est pour avoir encore une énième adaptation de Watchmen, c'est bon, on l'a eu en film, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de rajouter. Moi, je trouve ça, au contraire, absolument génial que y ait justement une nouvelle histoire et qu'on ait même presque pas un nouveau ton, parce que je trouve qu'on reste dans le ton de Watchmen, mais qu'on ait quelque chose qui diffère vraiment, qu'on ait vraiment quelque chose de différent et qu'on puisse un petit peu réfléchir. Donc, j'espère que vous aurez vu cet épisode 2, diffusé toujours sur OCS, toutes les semaines, tous les lundis. Précipitez-vous sur Watchmen. Vivement l'épisode 3 qui promet du très très lourd. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Vous avez toujours 2 liens pour soutenir la chaîne, le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!